Bonjour. Donc moi je vais vous parler de l'homogénéisation de matériaux composites à renfort. Donc on peut avoir des renforts sous forme particules ou des renforts sous forme de cylindres unidirectionnels. Alors là, il y a une introduction d'interfaces imparfaites. Alors quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'avais ce puzzle. Et en fin de compte, pour prendre en compte les effets de taille dans les matériaux à renfort, il faut savoir que les modèles micromécaniques ne prennent pas en compte en général les effets de taille, mais prennent en compte les caractéristiques de chacun des matériaux et les concentrations. Et alors pour prendre en compte l'effet de taille, on a dans la littérature le modèle de Young-Laplace. Et moi, j'avais en tête un certain nombre de choses, donc le size effect, donc l'effet de taille. Il y a des méthodes asymptotiques, il y a des modèles autocohérents avec interface parfaite normalement. Et puis, on a travaillé aussi sur des modèles morphologiques représentatifs de la morphologie. Et donc, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des liens entre tout ça et est-ce qu'on peut prendre en compte ces effets de taille? Alors en fin de compte, les modèles autocohérents que j'appelle une plus une phase, puisqu'on peut avoir n phases et le modèle le milieu homogène équivalent qui est la n plus unième, ça correspond aux lois qui sont du type y égale moins l gradient de quelque chose. Alors on s'aperçoit que on a j égale moins d gradient c, ça peut être de la conduction électrique, thermique, ça peut être de la diffusion, mais ça ressemble aussi à sigma égale c gradient u, et là c'est de la mécanique, c'est de l'élasticité. Alors, on a dans ces cas-là divergence y égale 0. Alors, on peut avoir aux interfaces, donc on va travailler sur des renforts où on peut avoir des gradients de propriété des interfaces, des gradients de propriété ou des interphases. Et donc, on considère qu'il y a continuité aux interfaces, donc des sauts qui sont égaux à 0. Donc là, on peut prendre en compte, dans le cas des interfaces imparfaites, des sauts différents de 0. Et en prenant une condition autocohérente, en utilisant des matrices de transfert et des matrices de discontinuité qui vont caractériser le comportement à ces interfaces, on va pouvoir caractériser le comportement et avoir des effets de taille. Alors là, il y a un petit exemple comment on passe d'un matériau avec des renforts vers le motif morphologique représentatif inséré dans le modèle avec cette condition d'autocohérence. Donc on a mis en évidence, alors on peut avoir des modèles d'interface qui sont obtenus par des interfaces fines méthode asymptotique. Si elle est rigide, on retrouve le module de Young-Laplace en considérant ça avec la même fraction volumique. Et si on a une interface fine et molle, on retrouve le modèle du ressort. Avec ces introductions d'interfaces imparfaites et des comportements via des matrices de discontinuité, on peut aussi créer d'autres types d'interfaces qui donneront un effet de taille. Alors là, je vous montre un peu de résultats. Je pense que je vais arriver dans le temps, je me suis dépêchée. Et là, il y a des caractéristiques d'interface et donc on peut voir un effet de taille en fonction du rayon des inclusions. Alors si on se ramène à des interfaces, on peut avoir des caractéristiques un peu spéciales nanomètres. Là, j'ai 10-2 nanomètres qui n'a pas tellement de sens. Et donc dans ce cas-là, on va plutôt parler d'interface avec des caractéristiques de l'interface et on aura dans ce cas-là des effets de taille. Modèle d'interface imparfaite, effet de taille. Donc, ce puzzle, il peut donc s'arranger comme ça. Le Young-Laplace, c'est en fin de compte possibilité d'avoir des effets de taille. Si on prend une méthode asymptotique, on va avoir, et dans le cas d'asymptotique rigide, on retrouve ce modèle-là. La méthode asymptotique peut nous donner des modèles d'interface qui, insérés dans le modèle autocohérent avec des interfaces imparfaites, nous permettra de résoudre ça via des motifs morphologiques représentatifs. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, je vais vous présenter le projet Char-Pur-Gaz, qui est un projet qui vient de démarrer en février dernier et qui est financé par l'Institut Carnot Mines et qui regroupe 3 écoles des mines. L'école des mines de Nantes avec le laboratoire GPA, les mines d'Albi Carmo avec le laboratoire Rhapsodé et les mines de ParisTech avec le centre des matériaux. Donc on se situe dans un contexte de valorisation énergétique. On vise en fait à développer un procédé utilisant la biomasse et des déchets organiques pour produire par thermoconversion des chars de pyrolyse qui seront utilisés ensuite pour la purification de Saint-Gaz. Donc en fait, dans les procédés de thermoconversion, on aboutit à 3 phases. Une phase gazeuse qui contient le Saint-Gaz et également des polluants.
une phase liquide avec enfin condensable, le goudron, et enfin une phase solide qui comporte le char. Alors le syngas peut être utilisé en tant que vecteur d'énergie après une étape de purification pour être injecté dans des piles à combustible, des turbines à gaz. Mais donc pour cela, il faut procéder à cette étape de purification. Et c'est là où le char intervient, car grâce à ses propriétés de surface et sa porosité, il peut être utilisé comme réactif catalytique. Donc l'idée de ce projet est d'étudier le procédé de thermoconversion pour étudier ce procédé de thermoconversion en fonction du type de biomasse utilisée et des conditions de pyrolyse, et de voir quelle est son influence sur l'étape de purification du syngas. Donc, dans mon poster, je vais présenter quelques résultats préliminaires d'analyse élémentaire et spectrométrie de fluorescence X sur la composition des précurseurs et des chars de pyrolyse. Je vais également parler de caractérisation multi-échelle des chars obtenus. Donc caractérisation multi-échelle par MEB et MET. Donc les objectifs de ce projet sont multiples. Tout d'abord, développer un protocole de caractérisation des microstructures, notamment par microscopie électronique en transmission. Et ensuite, il s'agit de comprendre les relations entre les propriétés de surface des chars, la biomasse et les conditions de pyrolyse, comprendre donc comment les conditions expérimentales influent sur les propriétés de surface des chars qui sont responsables de l'efficacité de l'épuration des syngas, et enfin maîtriser ces propriétés pour optimiser le procédé. Donc je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous viendrez me voir pour me poser plus de questions lors de la présentation des posters. Oui, donc bonjour, je fais donc partie du laboratoire PERCE, qui est le laboratoire procédés énergétiques et... Bon, je recommence. Donc, le laboratoire procédés, système énergie renouvelable et système énergétique. Donc, c'est un nouveau laboratoire, ce qui explique mon bafouillement, qui a été créé il y a 1 an, qui est l'ancien laboratoire centre énergétique et procédés, qui est situé à Sophia Antipolis. Donc, je vais vous parler de matériaux super isolants, ultra légers, à base de résorcinol, formaldéhyde et aptès. On parle beaucoup finalement de matériaux super isolants pour le bâtiment, mais il y a effectivement bien d'autres applications telles que l'espace. Donc ce projet consistait à réaliser de nouveaux matériaux à base d'aérogel pour différentes applications dans l'espace. Actuellement, on utilise beaucoup les multi-layer insulation dans l'espace, mais surtout dans tout ce qui est vide. Or, lorsqu'on est dans des atmosphères différentes, ce sont des systèmes qui ne sont pas efficaces. Donc, il faut trouver des alternatives. Et qui dit aussi matériaux partant dans l'espace, il faut des matériaux qui aient à la fois une conductivité thermique basse et aussi une faible densité. Pour beaucoup, on parle de matériaux isolants à base de silice, mais qui a un problème, je dirais, de tenue mécanique. Donc notre but était de combiner les avantages de matériaux inorganiques, donc pour la thermique, et de matériaux organiques pour la tenue mécanique. Nous avons donc réalisé ce matériau en réticulant du résorcinol avec du formaldéhyde, ainsi qu'avec de l'aptès. L'aptès est un matériau qui contient de la silice aussi, et des molécules azotées. Donc on a obtenu un matériau type benzoxazine qui, comme vous pouvez le voir, ou pas plutôt, là, est un matériau qui est donc nanostructuré, parce qu'effectivement, pour avoir une bonne isolation, en fait, il faut vraiment calibrer la taille des pores. Donc, nous avons travaillé sur les différentes conditions paramétriques pour avoir une taille de pore qui permette d'avoir un matériau super isolant. Et ce matériau, on peut le faire tout seul, ou on peut effectivement imprégner un mât
afin de rendre ce matériau beaucoup plus manipulable, plus fin, donc plus pratique à mettre en œuvre. Donc ce matériau, nous avons travaillé sur les conditions paramétriques et nous avons pu obtenir des matériaux qui étaient à la fois avec des densités relativement faibles, ainsi que des conductivités effectivement très intéressantes, donc rentrant dans le domaine des super isolants. Donc si vous voulez un petit peu en savoir plus sur comment il a été préparé et quels sont les différents résultats qu'on a pu obtenir, je vous propose de venir voir le poster 3. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je vais vous présenter donc les travaux qui ont été réalisés sur la formation de couches résistives par jet d'encre à partir de nanoparticules de carbone sphérique. Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec le Centre Persée Antipolis, à Sophia Antipolis, pardon, et au Centre de microélectronique de Provence, situé à Gardanne, qui dépend de l'école des mines de Saint-Étienne. Donc l'objectif était d'imprimer des couches résistives par jet de matière. Donc pour cela, le projet a été scindé en 3 étapes. La première était la synthèse des nanoparticules de carbone. Elles ont été obtenues tout d'abord en réalisant des nanosphères de copolymère résorcinol formaldéhyde. Ce copolymère a ensuite été pyrolysé. Et une fois transformé en nanosphère de carbone, il a été mis en encre de manière à éviter d'ailleurs au maximum tout phénomène d'agglomération. Et une fois que cette encre a été formée, elle a été déposée sur substrat sous forme de couches à l'aide d'un dispositif d'impression jet d'encre. Donc les 4 objectifs principaux étaient d'avoir une taille maximale inférieure au micromètre, une forme bien définie sphérique, une absence d'agrégat pour ne pas gêner l'éjection de l'encre par les bus de l'imprimante, et enfin, une fois que les nanosphères étaient mises en encre, donc pas d'agglomérat également pour ne pas avoir de problème d'éjection. Les applications recherchées étaient le développement de thermomètres résistants à de hautes températures. Cela est dû à la nature même du carbone qui résiste bien à ce genre de conditions. Ensuite, la fabrication de dispositifs électroniques sur support souple, donc des résistances, mais également des capteurs de type thermomètre, donc cette fois-ci sur support souple, ou également des anémomètres. Et enfin, une dernière application qui a été envisagée était la création de vecteurs pour l'impression de matériaux à échelle nanométrique, c'est-à-dire en fonctionnalisant ces nanosphères de carbone avec d'autres matériaux. Donc, au niveau des résultats qui ont été obtenus, il a été possible donc d'imprimer ces nanosphères de carbone. Ici, on voit sur une photo le résultat qu'on a obtenu en faisant une impression sur du Kapton. Cette couche a ensuite été analysée au microscope électronique à balayage, ce qui permet de voir que le dépôt était uniforme et homogène. Et enfin, au niveau des propriétés de cette couche, on constate une variation de la résistivité en fonction de la température, ce qui est bien adapté au développement de capteurs. Et enfin, en faisant une analyse du matériau carboné à l'aide de spectroscopie Raman, on voit que la composition du matériau déposé est proche du noir de carbone qui généralement est utilisé pour développer des encres résistives. Donc si vous voulez plus de détails sur ces travaux, je vous invite à venir voir le poster. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, très rapidement, c'est juste une bande-annonce. Je vais vous parler de la dispersion de 3 argiles organomodifiées dans une matrice polypropylène et de l'effet des paramètres de mélange. Donc, l'application industrielle de ce procédé, c'est la réduction du poids des véhicules électriques. Donc, on cherche d'un côté un matériau très léger et d'un autre côté un matériau qui peut présenter des très bonnes propriétés de ténacité, rigidité et de résistance à l'impact. Dans le domaine du véhicule, c'est très important. Et donc c'est pour ça que le choix du matériau s'est porté sur une matrice polypropylène renforcée par des nanocharges d'argile. Donc pour obtenir ces propriétés que j'ai évoquées précédemment, donc on a besoin d'une dispersion optimisée de l'argile au sein de la matrice. Donc les mélanges ont été effectués au sein d'un mélangeur interne et on a étudié l'influence des différents paramètres de mélange. Pour caractériser cette dispersion, on a utilisé différentes méthodes qui permettent d'analyser cette dispersion à différentes échelles. Donc, tout d'abord, des observations microscopiques à l'aide d'un microscope électronique à balayage.
Dans un deuxième temps, la diffraction des rayons X qui permet de caractériser l'état d'intercalation de l'argile au sein du matériau. Et dans un troisième temps, la rhéométrie qui permet également à basse fréquence de caractériser l'état d'exfoliation de l'argile au sein de la matrice. Donc ces mélanges ont été effectués avec 3 argiles différentes et donc avec plusieurs conditions de mise en forme différentes. Donc ici, je n'ai pas parlé des résultats, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir voir mon poster. Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Thibaut Parpette. Je suis en dernière année de thèse à l'école des Mines d'Alès. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de nanorenforts compatibilisants. Donc juste avant de commencer, je tenais à remercier l'ensemble des acteurs du groupe Nanomine, puisque j'ai pleinement bénéficié de ce réseau durant toute ma thèse, lors des différentes réunions qu'organise le groupe. Donc je tenais à le souligner. Donc très rapidement, le contexte général, c'est assez trivial. Les matériaux polymères sont de plus en plus présents dans différents domaines, notamment l'automobile, bon, on va pas les citer, mais leurs propriétés intrinsèques nécessitent le plus souvent d'être améliorées, notamment si on veut les remplacer en tant que pièces utiles en température ou pièces haute performance. Donc la problématique, c'est comment va-t-on améliorer les propriétés des matériaux polymères. Donc très trivialement, si on part d'une matrice polymère vierge industriellement, on va utiliser 2 grandes notions pour essayer d'améliorer les propriétés. On va pouvoir mélanger différents polymères pour essayer de combiner un nouveau matériau. Le problème, c'est que la plupart du temps, ces matériaux sont immiscibles et que donc, on va être obligé d'aller les compatibiliser. Donc on est sur la notion de compatibilisation. La seconde, ça va être l'ajout de charge. Donc on va jouer sur la notion de renfort. Donc ça peut être un composite polymère classique, donc du PP chargé fibre de verre par exemple, mais aussi de plus en plus des matériaux polymères qui sont chargés avec des nanoparticules pour essayer de bénéficier de l'effet nano. Donc on est cette fois-ci sur la notion de renfort. Donc nous, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver un couplage efficace de ces 2 approches qui sont rarement combinées. Du coup, l'idée un petit peu directrice de ma thèse, c'est de se demander si on ne pouvait pas synthétiser des nanoparticules solides amphiphiles. Donc tout à l'heure, en fin de session, il y a le mot Janus qui a été lâché. Donc Janus, du fait du caractère amphiphile, asymétrique de ma nanoparticule de silice ici. Et donc on imagine bien que cette silice amphiphile avec 2 groupements polymères différents, si on la met dans un mélange de polymères, il y a toutes les chances qu'elle puisse venir se placer à l'interface et qu'elle puisse venir donner de l'adhésion à mon interface. Donc concrètement, si on essaye de transférer cette idée, de la vérifier à un système concret, bon, nous on est parti sur une matrice de polystyrène chargée avec du polyamide 6. On a une bille de silice qui a une bonne affinité avec le polyamide 6 et on va essayer de venir accrocher un bout de polystyrène sur un seul hémisphère qui va venir faire la liaison mécanique avec la matrice. Donc pour essayer de vérifier cette idée, ça sous-entend deux travaux. C'est pour ça que j'ai ramené 2 posters aujourd'hui. Donc sur le premier poster, je pourrais vous parler de quel type de synthèse on a mis en œuvre pour essayer d'aboutir à ce type de colloïdes hybrides, donc avec une particule de silice ici sur laquelle on est venu faire croître une particule de polystyrène. Donc ça, c'est des choses qui ont été vérifiées par microscopie transmission ODX. Donc voilà, je pourrais vous parler de la synthèse qui permet d'aboutir à ce type de nanoparticules hybrides. Et puis le deuxième poster, c'est une petite étude modèle pour essayer de comprendre comment contrôler, gérer la dispersion de nanoparticules à l'interface d'un mélange de polymères. Donc on a synthétisé des silices vierges, Stauber, donc mésoporeuses SiOH. Donc dans mon système d'étude, étant donné la polarité de la silice, elle va venir se placer à l'intérieur du nodule de PA6. Donc tout ça, on le mesure avec des petits calculs de paramètres de mouillabilité et des mesures de tension de surface. Et donc on voit qu'on a une décohésion à l'interface attendue, qui est la même que le mélange non chargé d'ailleurs. Et puis on est venu appliquer un traitement de surface à notre silice, traitement de surface qu'on n'a pas choisi au hasard, puisque les calculs de paramètres de mouillabilité nous prédisaient qu'avec cette tension de surface-là, la particule devait aller à l'interface, et donc c'est bien ce qu'on a vérifié expérimentalement. Et donc on voit qu'on semble avoir amélioré également la qualité de l'interface. Donc maintenant, la grande question de ma thèse, si j'y arrive, ce sera de comparer ces particules greffées de façon isotrope aux particules type Janus ici,
et de montrer qu'elles ont un effet supérieur aux particules isotropes. Donc c'est des choses qui ont déjà été faites dans les mélanges de polymères en solution, avec des effets très intéressants, mais ça n'a pas été appliqué au mélange de polymères à voie fondue. Notamment le frein dur, c'est la viscosité importante de ces matériaux, et donc on a des problématiques de dispersion aux interfaces, etc. Voilà, je vous remercie.